Merci, parce que vous êtes tous là. Nous sommes très contentes de vous recevoir avec Hélène pour cette journée d'études qu'on a préparée depuis déjà le mois de novembre, qu'on a pensé en tout cas depuis le mois de novembre. Et nous avions très envie d'organiser ensemble un espace de parole et un moment d'échange pour tous ceux qui travaillent sur la question de l'histoire de l'art contemporain, parce qu'on a quand même... Il y a beaucoup de colloques, mais qui sont souvent très spécialisés. Et on avait envie, nous, d'avoir quelque chose d'un peu plus d'ouvert pour recevoir des gens qui travaillent sur des thématiques très différentes. Donc nous sommes heureuses que vous ayez répondu à notre initiative. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et nous avons tous reçu de votre part des travaux de recherche qui sont extrêmement variés dans les thématiques, mais qui sont tout à fait complémentaires dans les démarches. Donc nous étions très, très heureuses de recevoir tout ça et de l'organiser donc par thématique, comme vous l'avez vu sur le programme. Donc pour cette journée d'études que nous avons donc intitulée ensemble « L'art est éternel et les artistes sont des génies, les idées reçues en histoire de l'art contemporain », notre intention était de proposer à la communauté scientifique d'ouvrir à la discussion la manière dont nous concevons et nous écrivons l'histoire de l'art d'aujourd'hui. Le choix de la thématique de cette journée d'études répond en fait à un sentiment que nous partagions, Hélène Joyeux et moi-même, sur les difficultés qu'il peut y avoir à faire valoir nos points de vue sur certains sujets, sur certains angles d'approche ou certaines problématiques dans le cadre de la recherche universitaire et nous dans notre cadre précisément qui est celui de la préparation d'une thèse de doctorat. Et notre expérience de la recherche depuis 3 ans maintenant, quasiment 3 ans, nous a en effet démontré que l'histoire de l'art possède ses propres prismes idéologiques, ses idées reçues sur certains objets d'étude, qui s'avèrent être soit un frein ou en tout cas une difficulté très significative dans le développement de nos recherches. Dans le cas d'Hélène, je crois que je peux me permettre de parler à sa place et en son nom, parce qu'on a quand même beaucoup échangé toutes les deux. Dans le cas d'Hélène, qui elle travaille sur les collectionneurs du milieu de la mode et du luxe, allant de Jacques Doucet jusqu'à aujourd'hui François Pinault, il est difficile, on en avait discuté beaucoup, même dans un milieu d'érudits comme le nôtre, de défendre l'idée que 2 figures comme Jacques Doucet et François Pinault, par exemple, puissent être considérées comme 2 maillons d'une même chaîne, c'est-à-dire comme deux figures qui illustreraient une même problématique. Parce que si on a d'un côté Jacques Doucet, qui fait aujourd'hui clairement l'unanimité de la communauté scientifique quant à son rôle d'érudit et de collectionneur, on ne peut clairement pas en dire autant de François Pinault ou de Bernard Arnault, par exemple, dont le pouvoir économique sur le marché de l'art actuel fonctionne aujourd'hui comme une sorte de répulsif qui nous empêcherait de considérer à juste titre, c'est-à-dire à titre tout simplement scientifique, les enjeux autres que pécuniaires que soulèvent leurs démarches de collectionneurs et de mécènes sur la scène artistique contemporaine. Et dans ton cas précisément, on en a beaucoup parlé, l'argent apparaît comme un tabou qui vient conditionner l'idée reçue selon laquelle l'art contemporain aujourd'hui ne serait plus qu'une histoire d'argent et un terrain propice à la spéculation. On a là déjà, on en discutait beaucoup, une idée reçue et qui ne date pourtant clairement pas d'hier. Et pour cause, parce que on avait partagé ça un jour, dans le cadre de mes recherches, je suis un jour tombée sur un ouvrage dont j'ai fait part à Hélène, qui est un ouvrage qui s'intitule « La peinture religion nouvelle », qui a été écrit en 1926, donc ça remonte, par le critique d'art Adolphe Bassler, qui livrait donc en 1926 une parfaite illustration de l'état d'esprit partagé dans les années 1920-1930 par les critiques d'art qui étaient sceptiques, si ce n'est absolument hostiles, au chamboulement de l'art moderne, qu'on appelle aujourd'hui moderne. Et Adolphe Bassler y attaque coup par coup les collectionneurs, les critiques, les marchands et enfin les artistes eux-mêmes, qu'il accuse clairement de complaisance pour faire fructifier un marché de l'art qui était à ce moment-là en pleine expansion, en France comme à l'étranger, et qui, selon lui, était surtout responsable de la décadence de la production artistique, dont le mot d'ordre était définitivement devenu celui du profit. Là, je cite Adolphe Bassler, « Est-ce bien la critique d'art qui, de nos jours, aide à comprendre une branche de l'activité humaine, aussi chaotique que la peinture moderne ? Et comment oserait-on du reste juger une œuvre d'un peintre coté ? Une œuvre dont la force de suggestion va grandir avec son prix. » Ainsi, pour Bassler, les marchands de tableaux modernes ne sont que des marchands d'illusions, et l'art moderne, une mode qui serait très certainement passagère, un caprice de son époque, dont le succès serait largement exagéré par les collectionneurs, par les mécènes et aussi par les critiques. Donc les propos de cet ouvrage qui date tout de même d'une autre époque qui est bien révolue, prête à sourire en général, encore que je trouve difficile d'en rire, puisque cela retranscrit quand même, s'inscrit surtout
dans tous les grands écrits qui ont fait l'histoire de l'art moderne dont nous héritons aujourd'hui, et surtout difficile d'en rire quand on voit qu'aujourd'hui de tels propos demeurent quand même monnaie courante chez les observateurs du milieu de l'art actuel. Donc, en partant de nos expériences à nous, on s'était effectivement dit que c'est là que notre travail de chercheurs et de chercheuses prend absolument toute son importance, puisque pour continuer d'écrire et de faire fructifier le propos de l'histoire de l'art, il faut quand même à la fois tendre vers les pages manquantes qui n'ont pas été écrites, tout en questionnant celles qui l'ont déjà été, et de voir de cette façon-là comment est-ce qu'on peut envisager des problématiques qui restent toujours en suspens, et les traiter surtout sous des angles d'approche qu'on voudrait nous différents, élargis, interdisciplinaires pour certains, ou parfois même complètement à contre-courant. Et pendant que je préparais un petit peu cette petite introduction, j'ai lu justement l'interview de l'historienne de l'art Michela Passini, je pense qu'un certain nombre d'entre nous connaît éventuellement, une interview qui est parue dans le numéro 480 du Journal des Arts le 26 mai dernier, et dans laquelle Michela Passini s'exprime sur sa perception de l'histoire de l'art aujourd'hui. Et elle dit « L'histoire de l'art est une discipline essentiellement politique », ce que j'ai trouvé très intéressant. Parce que, pourquoi politique? Parce que c'est l'une de celles qui construisent le patrimoine. Elle en parle, elle le sélectionne, elle le raconte, et donc elle le fait exister. Et elle prend pour exemple donc, la question du nationalisme et la construction des identités nationales, qui a été vraiment fondamentale pour l'histoire de l'art, est une chose, et aujourd'hui nous avons, donc elle dit, des problèmes différents, mais cette dimension politique de la discipline reste extrêmement présente. Et à la question de la journaliste Elisabeth Santacruz, qui lui demande que peut-on apprendre d'une histoire de l'histoire de l'art, puisque c'est le thème du nouvel ouvrage que présente Michela Passini, l'auteur lui répond en montrant la relativité des critères de jugement des historiens de l'art, qui sont aujourd'hui devenus des classiques. L'histoire de l'art nous apprend à prendre beaucoup de distance par rapport à nos propres pratiques et à nos propres objets. Elle nous permet de remettre en question beaucoup des hiérarchies implicites dans notre travail. Et c'est en cela, dit-elle, que l'historiographie, c'est surtout le travail du doute. Je trouvais très bien résumé dans cette courte interview l'essentiel en fait, des intentions que nous avions et que nous tenions à faire passer avec Hélène dans cette journée d'études, avec donc nos différents intervenants, auxquels je vais céder la parole, parce que j'ai assez parlé. Et nous allons commencer le programme de cette matinée avec les présentations de Nadine Atala, Elena Sidorova et Julie Lagère, autour de la thématique que nous avons construite pour ce matin, que nous avons intitulée « Enjeux politiques et idéologiques en histoire de l'art, des récits de pouvoir et les pouvoirs du récit ». Et nous commençons donc avec Nadine Atala, à qui je cède la place. Donc Nadine, qui est doctorante en histoire de l'art à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui prépare une thèse intitulée « Les femmes, l'art et la nation », une histoire des expositions des femmes d'Égypte de 1952 à 1975, qu'elle fait donc elle travaille sous la direction de Mercedes Volley.